la blessure, le moment de blessure, il y a des gens qui ont eu des grosses blessures dans leur enfance. Fait que si on prend pas en considération cette période-là, ben on pourra pas traiter une blessure d'adolescent ou de jeune adulte efficacement parce que à l'enfance, peut-être que dans la blessure, ils ont utilisé des mécanismes de défense, comme tu disais, efficaces à l'époque, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Bonjour tout le monde, dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Pelletier, psychologue sportif. On vous parle de micro-trauma, des différents types de personnalités et de l'importance de l'aspect psychologique dans les blessures sportives et les douleurs chroniques. Bonne écoute. Alright, bienvenue tout le monde à Max Wellness. Aujourd'hui, je suis super heureux. Là, je suis avec Jean-Michel Pelletier, psychologue sportif. Écoute, Jean-Michel, on s'est rencontrés il y a plusieurs années. J'ai dû vous dire une dizaine d'années quand je commençais même ma pratique sur le plateau. Je t'ai croisé dans un café. Tu étais en train de, je pense, de compléter ton doctorat à ce moment. Je me rappelle plus exactement. Tu pourras me mettre en situation. Puis on avait déjà un petit peu connecté à ce niveau-là. On parlait un petit peu de psychologie, de ma pratique et bref, on a connecté à ce moment-là, puis j'ai vu beaucoup ton développement après ça sur les médias sociaux. Souvent, dans les groupes de chiro, quand les gens cherchaient un psychologue sportif et tout, je donnais ton nom et je trouvais ça vraiment cool ce que tu fais là avec ton site web, le volet du playfulness, jouer, Ouais. le jeu. Et on partage, bref, beaucoup de valeurs qui se ressemblent. Donc, je suis super content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, bienvenue. Ouais, mais on s'était rencontrés parce que justement, on parlait du corps, de l'esprit, des relations entre corps et esprit. Fait que je pense que ça a été naturel. Puis le café était quand même bon, là. C'était méchant pinson. Je sais pas il existe encore, mais Oui, ils sont c'est encore toujours là. bon. Ouais, exact. Puis écoute, Jean-Michel, si tu peux nous mettre un peu en contexte, justement, une brève introduction de ton parcours, ce que tu fais, qui t'a mené à ce que tu fais présentement avec l'entreprise que tu as présentement. D'entrée de jeu, là, je pense que ce serait apprécié. Mais moi, je viens d'un univers où j'ai toujours voulu être un psychologue du sport. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont devenus par... Mais tu sais, moi, c'est ça que je voulais au départ. Puis c'est parti du fait que j'ai eu beaucoup de frustration en tant que gardien de but, OK? Fait que, tu sais, gardien de but, c'est beaucoup de pression. Puis moi, je gardais les buts vraiment comme ça, là. Tu sais, j'exagère pas, là. Tu sais, j'étais hyper tendu, puis j'en étais fier. C'était mon intensité, puis j'étais bon en étant intense. En vieillissant, je me suis rendu compte qu'être tout le temps comme ça, ça peut avoir des impacts. Fait que je me calme un peu dans mon corps. J'essaie d'être plus détendu dans mon corps en gardant mon intensité. Vous allez voir aujourd'hui, là, je suis quand même quelqu'un qui est intense, qui aime ça rebondir, qui aime ça ajouter des choses. Au niveau intellectuel, j'aime ça me faire challenger. J'aime l'intensité, j'aime le jeu, j'aime m'amuser. Mais ce qui a le plus bloqué dans ma vie, c'était des expériences comme des coachs qui ils me traitaient injustement parce que j'étais petit. Je gardais bien les buts, j'étais un des meilleurs ou quoi que ce soit, mais j'étais petit, donc vu que j'étais petit, je n'étais pas la meilleure personne pour être dans l'équipe élite ou des trucs comme ça. Fait que ça m'a beaucoup frustré. T'sais, sur le coup, t'es jeune, tu le vis qu'avec une intensité puis une émotion. Avec le temps, je me rends compte que les coachs n'étaient pas nécessairement formés. Puis des fois, les coachs avaient raison. Hein? C'est pas juste moi qui était comme toujours correct ou quoi que ce soit. Fait que les coachs, des fois, ils avaient raison. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est d'aider les coachs, d'aider les athlètes à pas être pognés dans la même chose que moi, de pas savoir pourquoi je suis plus motivé, puis pourquoi ça me tente pas, alors que, tu sais, un gardien de but comme ça qui est full intense, qui devient pas motivé dans son sport, c'est selon moi impossible. Mais c'est possible quand, justement, tu te fais pas respecter, que tu vis d'injustice, que tu as des blessures, etc., etc. Fait que moi, j'étais allé à l'école pour aider tout le monde à être plus aware, plus conscient au niveau psychologique et donner des outils concrets. Fait que c'est un peu, ça fait le tour un peu. Je sais pas si ça Ben, répond à ta question. assurément, puis tu sais, je trouve ça super intéressant. Tu sais, en t'entendant dire ça, moi, ça me fait penser à une expérience quand j'étais petit, vraiment, là, tu sais, atome, là, hockey. Je voulais absolument jouer au hockey. J'avais écouté les Mighty Ducks dans ce temps-là. Bref, j'avais supplié mes parents de m'inscrire au hockey, puis je tripais, puis j'étais super bon. Mais ce qui m'a fait décrocher rapidement, des fois, c'est les coachs. Des fois, ben, tu sais, c'était dans ce temps-là. Ça a changé depuis, là, je vois des fois là, les pancartes dans les arénas et tout, mais les coachs qui criaient, là, tu sais, je vais avoir 100%. 9-10 ans, là, tu sais, puis j'étais comme, oh boy, moi, ça m'a fait arrêter rapidement de jouer, même que alors que j'adorais ça, mais en tout cas, c'est un côté souvent qui peut être là, puis je vois même dans la performance un peu plus avancée et tout, à quel point la psychologie est super importante, tu sais, tu pourras en attester, mais à quel point c'est hyper important, puis qu'il peut faire justement de prendre un joueur où est-ce qu'il est dans sa psychologie et comment tout ça peut venir, sa personnalité,
faire que ça va devenir un joueur épanoui ou un joueur qui va comme pas exprimer son plein potentiel. Puis, ça serait le fun de prendre tout ce qui est sur Internet, les techniques de respiration, les techniques de visualisation, puis de dire, hey, faites tout ça, là, tout le monde, là, puis ça va marcher. Puis... Mais le problème, c'est que si on comprend pas l'individu, d'où ce qui vient, son passé, si on ajoute une visualisation, c'est quoi son intention de la visualisation? Si on va pas plus loin, peu importe les techniques qu'on va ajouter, ça fonctionnera pas ou ça va fonctionner grosso modo vaguement parce que c'est pas personnalisé à l'athlète. Puis moi, mon obsession, c'est la contextualisation, dans quel contexte l'athlète est là, et la personnalisation, à qui je m'adresse. Je m'adresse à quelqu'un qui est un peu plus rigide dans sa personnalité. Je m'adresse à quelqu'un qui est un petit peu plus extraverti, plus loud. Donc, ça dépend toujours à qui j'ai affaire pour donner le meilleur outil pour la personne, selon son besoin. C'est ça mon défi. Là. C'est super intéressant. C'est vraiment comme moi aussi dans ma pratique de trouver l'angle pour être... je pense dans tout le volet thérapeutique. L'art d'un bon thérapeute, je le répète souvent, mais c'est vraiment de s'adapter à l'individu qu'on a devant nous. T'sais. Puis c'est pour ça, comme tu dis, les recettes, ça fonctionne jusqu'à un certain degré, mais la grosse force va vraiment s'adapter et d'avoir une approche individualisée. Là. Fait que pour ça, il faut développer une relation avec l'individu et apprendre à mieux le ou la connaître. Là. Fait que je trouve ça très intéressant, les parallèles. Puis bon, j'imagine beaucoup dans tes cas, les top cas de consultation ou autres, c'est beaucoup pour la performance, la motivation. Je suis vraiment curieux d'en savoir plus. Là. J'ai développé une micro-expertise. C'est les micro-traumas. OK, cool. C'est comme la psychologie du sport, évidemment, je peux intervenir, je peux faire de la préparation mentale, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Moi, c'est de prendre un individu qui a le potentiel ou qui était bon, puis qu'à un moment donné, il perd sur ses capacités, ses performances à cause d'un blocage mental. Le blocage mental, ça peut être comme Simone Biles qu'on a vu sur... C'est que on le sait que c'est la meilleure, mais pour X, Y raison, elle n'est pas capable de performer. Et ça m'intéresse. Parce que c'est là que le psychologique a une plus grosse puissance, c'est d'aller défaire les nœuds qui ont été construits tout au long de la vie de la personne. Si on prend l'exemple de Simone Biles aux Olympiques, vous voyez, les derniers Olympiques, on sent qu'il n'y a plus vraiment de nœuds. En tout cas, elle performait très bien. Puis les anciens Jeux olympiques, on voyait qu'il y avait une pression, une intensité, il y avait comme quelque chose de pogné à l'intérieur d'elle, dans son corps et dans sa tête. Ce qui a eu un impact. Évidemment, on n'a pas accès à ce qui était vraiment dans sa tête, on en a parlé un petit peu, mais c'est juste pour donner un exemple de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi un athlète bloque ou un entrepreneur ou n'importe quel artiste ou n'importe... Qu'est-ce qui fait que l'individu, un comédien peut bloquer sur scène? Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, finalement, il est sur le bord de l'épuisement puis il va être choqué dans des moments vraiment stratégiques? Moi, ça, c'est là où mon expertise, parce que les autres intervenants, souvent, ils n'ont pas nécessairement les outils pour aller creuser ces nœuds-là. C'est un peu l'expertise que je suis allé chercher. Là. Très cool. Puis est-ce que tu peux nous donner des petits exemples concrets de qu'est-ce qui peut constituer ces nœuds-là, puis quel type d'outils, justement, tu peux utiliser pour aller défaire ça? Par exemple, si on prend un exemple d'un athlète, mettons, de natation, que son coach, il donne tout le temps des conseils avant la compétition. Hey, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais imagine si l'athlète de natation, c'est quelqu'un qui aime ça avoir du contrôle, avoir les deux mains sur le volant, puis de contrôler toutes ces choses, puis il se fait dire fais pas ci, fais pas ça. Quel impact que ça va avoir selon toi? Un fight, flight or freeze. Là, ça va pas ça va pas passer super bien. Ça va juste créer de la pression additionnelle inutile. Ça. Puis souvent, l'athlète, comme l'athlète de natation, il le dira pas nécessairement au coach, parce que le coach peut représenter une menace ou tout ça, puis ça peut être malaisant. Puis, hey, il donne pas de conseils, non. Fait que des fois, il se retrouve bloqué. Là, il a besoin de contrôle, il l'a pas. Puis souvent, ces besoins de contrôle-là, là, c'est mineur comme situation, mais imagine si, dans son passé, justement, il a perdu le contrôle. Ça peut être aussi niaiseux qu'il a fait un accident d'auto puis il a perdu le contrôle, ou il avait l'impression d'avoir le contrôle de la situation puis finalement, il a échoué à un examen ou à l'école ou quoi que ce soit. Fait que des fois, la perte de contrôle peut être un enjeu qui vient du passé, qui a pas été traité puis qui se rejoue dans le moment présent. On a ça chez les accidents les accidents d'auto, là, un exemple là, pour la perte de contrôle. Il y en a qui vont tenir la poignée en haut ou ils vont tenir le volant comme ça quand ils ont eu un accident. Là, on rit pas d'eux. C'est juste que parce qu'ils ont perdu le contrôle il y a un an,
puis qui reprennent la conduite, ils vont avoir des comportements de prise de contrôle inutiles qui les mettent à risque de faire d'autres accidents. Mais inconsciemment, il y a mieux faire ça que d'avoir l'impression de perdre le contrôle. Mais c'est complètement absurde. Ça, c'est l'inconscient qui travaille. T'sais, quand vous voyez quelqu'un qui tient comme ça parce qu'il a peur ou qui tient le volant comme ça, on se dit ça va, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est plus fort que la personne parce qu'elle est en mode survie. T'sais. Exact. Est-ce que j'imagine que ça fait allusion au micro-trauma d'une certaine façon, ou à ces empreintes-là. Puis moi aussi, je ris parce que je me reconnais, même moi, à différents degrés, dans différentes activités, ou même des gens dans mon entourage. C'est assez caractéristique. Là. Je suis certain que les gens qui nous écoutent peuvent reconnaître différents de ces comportements-là qui sont vraiment réflexes. Malgré nous, consciemment, on le sait qu'on n'est pas en train de refaire un accident, mais tout de suite, c'est ça, ça va vite. C'est un réflexe, comme on dit. Le vomissement, c'est la même chose. Il y a des gens qui vomissent. Il y a plein de choses qui viennent micro-marquer. Ça vient souvent du passé. Il y en a qui ont été humiliés, par exemple. Tu as fait ton premier exposé oral, puis on a ri de toi, par exemple. Ouais. Puis ça a resté bloqué là. Aujourd'hui, quand tu es des athlètes qui sont devant tout le monde, ben c'est là qu'ils vont te choquer parce qu'ils ont été humiliés. Fait qu'ils ont tellement peur d'être humiliés qu'ils deviennent plus crispés, plus tendus. Est-ce qu'il y a une période que tu remarques ou qui est documentée, qui est plus fréquent, ou ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, où il y a une tendance plus à, je sais pas moi, de tel âge à tel âge, ou c'est un peu tout le temps? C'est une bonne question, ça. C'est rare, je me suis fait... une des zones très importante, c'est surtout dans le domaine du sport, c'est 11, 12, 13, 14 ans parce que c'est la peur du jugement des autres. Donc, les adolescents et les adolescentes en début d'adolescence vont être très, très sensibles avec les enjeux toute la puberté, les trucs comme ça. Ils vont être très, très sensibles à l'opinion des autres. Donc, l'anxiété sociale monte. Mais quand tu es déjà au primaire quelqu'un qui est anxieux socialement ou qui est vigilant socialement, imaginez quand l'adolescence embarque. Fait que c'est là que des fois, c'est trop. Il y a des gens que... ça monte, mais ça monte normalement. Ils sont un petit peu plus aware, leur casquette, leurs cheveux ou les trucs comme ça, mais pas nécessairement trop, mais imaginez ceux qui... Ça monte, là, ça pogne 0. Ils passent de 5, 6 sur 10 à 9, 10. Fait que là, ils deviennent hyper anxieux. Et c'est là que ça peut les nuire, justement, dans les groupes comme les joueurs de hockey. C'est parce que c'est pas tout le monde qui se sent bien dans le groupe de hockey, ou c'est pas tout le monde qui se sent bien en patinage artistique avec tous les gens autour d'eux. Là. Fait que c'est sûr que cette anxiété sociale-là est plus présente à ce moment-là. Puis des fois, il y a des expériences qui ont bloqué certains athlètes ou certains entrepreneurs dans cette période-là. Moi, quand j'ai des enjeux de comparaison, de peur du jugement, première question que je demande, qu'est-ce qui s'est passé entre 12 et 14 ans? Ça peut être 11, là, dépendamment de la puberté. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, la plupart des gens font c'était pas ma meilleure période, non. Parce que ça veut dire que l'adolescent en toi, le jeune adolescent, pas le fin adolescent, est encore à l'intérieur de toi bloqué. Fait que je dois aller le traiter. T'sais. Intéressant. C'est comme ça qu'il refait surface dans cette situation-là par rapport à son point d'ancrage, un peu comme on disait tantôt avec un accident. C'est peut-être différent, là, tu peux me corriger, mais je trouve ça super intéressant. Là. On va voir, mettons, un athlète, quand on fait des drills, là, des exercices, puis que c'est la première personne qui fait l'exercice, elle va peut-être choquer juste parce qu'elle a peur du jugement des autres, ou en shot de pénalité, là, en lancer de pénalité, peut-être que l'athlète va bloquer parce que là, tout le monde le regarde, fait que si elle échoue, ça va être la fin du monde, elle va être encore humiliée. On retourne à 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 12 ans? Puis là, la personne va dire, je suis rentré au secondaire, j'avais pas d'amis, j'ai déménagé, nanana. Puis là, j'ai passé 6 mois sans amis, puis là, tout le monde riait de moi. Puis là, je suis comme... Mais tu penses pas que ça a un impact? La plupart des athlètes, là, je te jure, ils font aucun lien entre les deux. Mais la plupart des gens me disent, ça n'a pas de lien. Puis moi, je suis comme, Tu sais, là, j'utilise ma carte de psy, là. C'est rare, je suis comme ça. D'habitude, je parle plus, mais quand la personne, tu vois aucun lien, puis là, des fois, c'est comme copier-coller, là. C'est la même situation qui se rejoue à deux époques différentes. Ben, c'est intéressant. Puis comme tu dis, cette petite pause-là et cet acquiescement-là, des fois, fait comme, la personne va, j'imagine, va faire comme, ben écoute, c'est vrai que c'est un peu 1 plus 1, tu sais. Mais c'est intéressant, par exemple, parce que, tu sais,
je peux voir différentes corroborations aussi, même moi, en clinique, des fois, des blessures ou des blessures chroniques ou sportives. Tu sais, puis là, c'est pour ça que je trouve ça super fascinant, à quel point il y en a que ça va bien aller. D'autres, des fois, il va y avoir plein de volets subconscients, on dirait, qui vont embarquer là-dedans, que ce soit s'ils ont déjà eu d'autres blessures ou ce que ça a impliqué, ces anciennes blessures-là. Puis là, ça devient vraiment, malgré eux, créer un peu un genre d'overload du système. Puis là, c'est comme versus la réalité. C'est comme si ça venait affecter, surréagir inefficacement dans le processus de guérison. T'sais. Puis c'est pour ça que je suis curieux là, de savoir... t'embarques dans quelque chose, là. Ouais, Non, vas-y. juste... T'embarques dans... Les blessures, en soi, c'est souvent des micro-traumas. Pour le corps, puis pour l'esprit. Puis, est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Je suis curieux d'entendre ton input, justement. Bien, la blessure, le moment de blessure, il y a des gens qui ont eu des grosses blessures dans leur enfance. Fait que si on ne prend pas en considération cette période-là, ben, on ne pourra pas traiter une blessure d'adolescent ou de jeune adulte efficacement parce que à l'enfance, peut-être que dans la blessure, ils ont utilisé des mécanismes de défense, comme tu disais, efficaces à l'époque, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Exemple, je suis blessé, j'ai 8 ans, je suis dans le plâtre, mon genou, ma cheville, je suis dans le plâtre tout l'été, je m'isole, je reste dans mon lit. Mes amis, ils font du vélo, ils font des affaires, mais imagine si tu fais la même mécanisme de défense à 22 ans, en pleine pandémie. Fait que, ben non, c'est sûr que ça ne marchera pas, parce que là, tu vas perdre ta motivation. C'est pas évident, là. Ben, tu le sais, là, revenir d'une blessure de plâtre, là, puis tout a recommencé à marcher, à recommencer à faire des exercices. Puis là, je veux pas critiquer les physios, les chiros, mais c'est souvent des exercices pas le fun, là. C'est un peu plate, là, comme perçu des gens. Je fais attention parce que je veux juste pas... c'est pas si plate que ça, mais c'est quand même vécu par la plupart des athlètes ou des gens comme des exercices un peu plus ennuyeux. Fait que c'est sûr que les personnalités qui ont des personnalités un peu... qui aiment ça la stimulation, qui aiment ça l'aventure, les athlètes, la période de réhabilitation, c'est pas la période la plus passionnante. Fait que ça se peut que ça aille jouer dans le rétablissement des blessures. Ben c'est ça, en partant, c'est une épreuve. Fait que si en plus tu ramènes justement des boucles, réflexes, mémoire ou autres, ben là, ça va rajouter une charge décuplée, tu sais. Qui n'a pas nécessairement à être. Puis je suis curieux de savoir comment vous allez ouvrir ou déballer ça un petit peu. Tu sais, comme tu dis, là, tu vas poser des questions, tu vas aller voir, je sais qu'il n'y a pas de recette, bien évidemment, mais je veux savoir, grosso modo, la nature du travail, ça ressemble à quoi un petit peu après? Je sais que tu as des techniques là, comme le MDR ou des trucs comme ça. Là, je serais vraiment curieux d'en savoir plus là-dessus puis comment tu l'utilises, mais... Ben, c'est intéressant parce que je l'utilise sur 2 niveaux. OK? La plupart des gens, que ce soit moi ou vous pouvez répondre aux besoins de l'individu en surface. OK? C'est quand même important. Si vous sentez, vous identifiez que la personne a besoin de contrôle, rien ne vous empêche de lui en donner un peu. En tant que coach, en tant que kin, en tant que chiro, peu importe. Rien ne vous empêche, en tant que professionnel, en tant que collaborateur, de donner du contrôle si vous sentez que l'enjeu, c'est le contrôle. Par contre, quand le contrôle, la perte de contrôle, c'est proche de l'impuissance, la perte de sens, c'est vraiment plus traumatique, là, on va parler plus de traitement psychothérapeutique comme avec un psychologue. Et lorsqu'on va retraiter le passé, c'est souvent les psychologues qui entrent en jeu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le terme perte de contrôle, puis dis-moi ton pire souvenir de ta vie, la première fois que ça t'est arrivé, puis le plus récent. Donc, on va aller choisir un thème, puis 3 souvenirs. Puis les 3 souvenirs, c'est intéressant parce qu'ils sont reliés au thème. Puis là, on va aller commencer par le premier souvent, pas toujours, là, mais on va commencer par le premier. Pourquoi, selon vous? Pourquoi c'est stratégique? C'est comme si c'est le premier le plus tôt dans la vie, c'est ça? Oui, la première fois que tu as eu une perte de contrôle. Ben, c'est comme c'est lui qui est comme l'ancrage, le point de référence initial qui fait que toutes les autres sont hors décuplés ou démesurés, on va dire ça comme ça, en volet relatif. Ce serait ma réponse. Ben, c'est comme la racine, c'est comme la graine d'une plante. Tu as la racine, là, la graine, la racine est installée. Puis s'il n'y avait pas eu d'autres expériences, ça n'aurait pas été si pire. Mais là, il y a eu d'autres expériences qui ont venu. Là, c'est devenu un arbre avec des fruits. Puis quand on regarde le fruit, finalement, ça n'a même plus rapport avec la racine. Mais quand on analyse, c'est la même code génétique. Donc, la perte de contrôle. Puis là, je suis tellement que la perte de contrôle, mais il y a d'autres enjeux. Hein. Ça peut être l'injustice.
Ça peut être, moi, tu sais, dans mon histoire à moi, c'était l'injustice. Ça peut être l'ego un peu, je suis pas bon, je suis nul, je vaux rien. Fait que, il y en a pas des millions, là. Tu sais, c'est soit que tu te fais rejeter, humilier, juger, soit que tu te sens pas bon, tu te sens nul, nanana, puis perte de contrôle, impuissance, perte de sens. Fait que c'est souvent dans ces trois univers-là qu'on va trouver des termes. Évidemment, il y a d'autres termes, là, je veux pas m'éparpiller, mais c'est les gros termes centrales que je vais analyser. Est-ce que ton ego était menacé? Est-ce que tu as perdu le contrôle de ta force, ton pouvoir? Ou est-ce que tu as été rejeté, abandonné, jugé de façon inadaptée ou qui a resté marqué dans ton cerveau? Fait que c'est toutes des petites choses que je vais voir, mais c'est cool parce que tu as trois souvenirs, puis chaque souvenir, on les traite en EMDR, donc on va utiliser ce qu'on appelle des mouvements oculaires bilatérales. On peut utiliser des sons. Moi, j'utilise des sons parce que je suis à distance. Puis lorsqu'on les met en imagerie dans ce souvenir-là, la seule chose qu'on fait, c'est que je lui dis, ben, vas-y dans ce souvenir-là, puis je l'accompagne au fur et à mesure dans le retraitement de ce souvenir-là. Ah, t'as-tu regardé? Où sont les adultes? Ah, il n'y avait pas d'adultes. Qu'est-ce que l'adulte a répondu? Rien. OK, fait que t'es resté tout seul à 5 ans dans tu comprends? Fait qu'il y a des wake-up calls, là, des insights qui apparaissent en retraitant en tant qu'adulte ou en tant qu'ado, tu peux retraiter ces souvenirs-là, ce qui est quand même super intéressant. Ben ouais. Puis il y a des exceptions. Quand c'est des adolescents ou des enfants, ils sont en train de vivre leur trauma. Fait que c'est un petit peu différent comme approche. T'sais. Mais chez les adultes, on va premier, pire, puis le plus récent. Puis le pire, ben, c'est lui qui est le plus chargé émotionnellement. Fait qu'on a une pratique avec le premier. Puis là, on s'en va dans le vif du sujet avec l'émotion. Fait qu'on va retraiter, reprogrammer le souvenir le plus émotionnel. J'ai fait mon exposé oral, tout le monde a ri de moi. Après ça, j'ai eu l'étiquette du gars qui avait une crotte de nez dans le nez. Fait que tu comprends? Fait que là, je suis resté. Fait que là, on va les retraiter ce souvenir-là qui a eu un impact très puissant dans le cerveau de la personne. C'est super intéressant. Puis, tu sais, je peux attester de ça pour avoir ça beaucoup en clinique aussi avec des blessures chroniques ou des trucs comme ça. C'est souvent un impact. Puis, je trouve ça intéressant. Je suis curieux de savoir même, est-ce que comme tu dis, en travaillant avec les gens plus jeunes, est-ce que tu trouves que c'est pas soit moins compliqué ou justement que l'impact de faire cette prévention-là fait que tu rajoutes pas des branches à l'arbre, des fruits, etc., ou tu peux t'en replanter un peu n'importe quand des graines d'une certaine façon? Est-ce que tu vois la pertinence d'un volet préventif à tout ça? Ben oui, parce que quand ils sont jeunes, le cerveau est plus adaptable, puis c'est plus vécu intensément à l'enfance et à l'adolescence. Donc, c'est super intéressant de remettre en perspective, entre guillemets, les choses quand les ados le vivent ou les enfants, les aider à digérer les émotions qui peuvent rester bloquées. Mais souvent, c'est ça, c'est que c'est pas nécessairement plus facile, c'est juste que la libération du trauma, de la marque ou de la charge émotionnelle se fait plus rapidement. Mais travailler avec les jeunes, tu sais, souvent, déjà, il y a certains ados, je leur dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Puis là, ils disent rien. Puis qu'est-ce que tu vis à l'école? Pas grand-chose. Puis là, le défi avec l'ado, c'est de connecter avec. C'est pas nécessairement d'aller traiter le trauma, parce que le trauma, tu sais, on peut le libérer relativement facilement. Ce qui est difficile, c'est d'avoir accès à l'information, ce qu'on n'a pas avec les adultes souvent, là. Exact. Je trouve ça super intéressant. Puis ce qui m'amène aussi vers le volet, là, on parle beaucoup de ces traumas-là, de ces émotions-là, puis à quel point ça peut venir, ces fameux nœuds-là, émotionnels, mais à quel point ça peut amener des nœuds même d'un point de vue psychosomatique, je dirais même par rapport au corps physique, que ce soit des tensions, que ce soit des blessures, que ce soit... puis tu sais, on connaît le lien entre le volet du stress, on met ça dans le même bucket, là, mais tout ce qui est volet stress, que ce soit auto-induit ou par rapport à l'accumulation de ces boucles-là ou de ces micro-traumas-là, qui vont soit créer juste des tensions neuromusculo-squelettiques, des tensions musculaires, des trucs comme ça, ou même une panoplie de conditions même somatiques, genre je pense aux des corrélations bien simples, genre stress chronique et digestion, stress chronique et brûlement d'estomac, et etc., etc., etc. Je suis curieux d'avoir ton input là-dessus. Justement, comment ces micro-traumas-là peuvent venir affecter le corps physique.
Ben, c'est une très bonne question. Puis moi, en tant que psychologue, je fais beaucoup attention. Vu que je suis pas médecin, je peux pas dire, hey, ça, là, Mhm. c'est causé par le stress. Puis souvent, même les médecins ou certaines personnes me disent, ah, ça, c'est le stress. Puis même quand le médecin dit ça, je dis, OK, le stress, moi, C'est déjà là, large. c'est large. Moi, ce que j'explique aux gens, c'est que lorsque on a des micro-traumas, lorsqu'on vit un trigger dans notre vie, mettons, euh, quand je parlais de perte de contrôle, là, mettons, la personne perdrait de l'argent avec une inondation, perte de contrôle. D'accord. En théorie, une inondation dans ton sous-sol, c'est une perte de contrôle. Il y a des gens qui vont le vivre différemment, mais c'est une image. Donc, on a la perte de contrôle et là, ça réactive le micro-trauma, il y a tension. Habituellement, on a toute une faille dans notre corps. Il y a des gens qui c'est plus l'estomac, il y a des gens qui c'est la tête. Tu sais, moi, par exemple, si je suis stressé, ça me monte souvent à la tête. Là. Tu sais, je vais avoir un mot de tête ou tout ça. Fait que moi, c'est comme ça que mon stress, tu sais, s'il y a trop de stress, de tension, ça va me monter à la tête parce que la faille est à quelque part, t'es Kiro, à quelque part là, mais plus haut. Tu sais. C'est rare que c'est dans mes jambes que ça s'en va. Tu sais. Je sais pas si t'es d'accord. Ah, 100%, Donc, j'allais dire, je corrobore à 100%. Puis chaque personne, ça va ressortir leur maillon faible, comme tu dis, puis exactement. ça va ressortir là, puis c'est différent pour tous et chacun. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de corrélation directe entre Mhm. estomac puis stress. Ben, puis le pire, c'est qu'il y en a comme, il y a comme plus t'es stressé, hein, l'estomac, naturellement, lorsque le sympathique est activé, l'estomac va se squeezer un petit peu plus, évidemment, quand on fait du sport ou des choses comme ça. Mais je veux dire, le mot d'estomac ou la douleur, moi, en tant que psychologue, je fais attention pour pas faire des liens comme ça. Par contre, moi, ce que je dis, c'est que pourquoi on irait pas traiter justement cette surcharge de stress-là associée à un trigger qui te permettrait de vivre des situations comme une inondation de façon un petit peu plus rapide, de réguler. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça durera moins longtemps, donc tu vas être moins tendu dans ton corps moins longtemps parce que ton passé, il ne viendra pas ajouter une couche. C'est comme si on prend l'exemple de la perte de contrôle d'une inondation dans ton sous-sol, ben, mettons que c'est à peu près 8 sur 10 de niveau de tension, là, on s'entend, les assurances, tout ça. Mais si tu as déjà 2 sur 10 ou 3 sur 10, tu vas cogner à 10 sur 10. Donc, tu vas être en attaque de panique, en dépression. Là. Le 10, c'est le débordement. T'sais. Je ne voulais pas faire de jeu de mots avec l'inondation, mais vous comprenez que c'est vraiment le débordement qui, puis nous, ce qu'on va aller enlever, c'est le 2 de trop. Donc, tu es à 8 pendant ton inondation, puis ça te permet de pas cogner à 10, puis réguler, puis revenir à 5, 6, puis à 3, 4, puis à revenir comme dans un temps normal. T'sais. Fait que le trauma te permet pas de guérir, puis d'enlever du stress, puis de la tension. C'est que quand je vais traiter les micro-traumas, j'enlève une charge lorsque le trigger ou l'élément déclencheur arrive, qui est la perte de contrôle. Ben, je trouve ça ultra pertinent. Puis, tu sais, je le vois au même titre par rapport à des douleurs, encore une fois, neuromusculo-squelettiques. Quelqu'un qui m'arrive avec des tensions ou une blessure. Tu sais, les tensions chroniques, c'est tel que tel. C'est plus un peu plus complexe. Ça peut être tellement multifactoriel. Mais quelqu'un qui vient de se blesser, tu sais. Puis là, des fois, c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Combien de temps ça va? Tu sais, comme tu dis, le volet du contrôle. On n'est plus en contrôle. On est barré. Puis là, je peux plus faire exactement tout ce que je veux, etc. Puis des fois, c'est plus ça qui vient remettre les choses hors proportion que la douleur qui est dans le fond, un 3 sur 10, en termes d'échelle plus d'intensité. Mais c'est tous ces facteurs-là. Puis je pense que c'est ce qui fait beaucoup, même si j'amène ça vers le volet thérapeutique, le lien thérapeutique, le lien de confiance, à quel point ça a un gros impact sur la guérison, sur l'accompagnement des gens dans leur douleur ou autres trucs. Des fois même plus que les techniques utilisées ou que ce qu'on va faire concrètement aussi avec le patient. Le volet de l'écoute, le volet de l'empathie, le volet de tout ça. Puis des fois, justement, un bon fit thérapeute, patient, docteur, peu importe, versus un autre mauvais fit, mais avec une plus grande expertise, ben des fois, c'est ça, ça va jouer vraiment pour beaucoup. Puis je trouve qu'avec même avec l'expérience, ça fait maintenant 12 ans là, que je fais ça, puis ce que je vois vraiment, des fois, c'est pas autant comme au début, je voulais en donner le plus possible aux patients ou en faire le plus, puis donner bien de l'info. Puis des fois, je surchargeais les gens d'infos ou j'étais comme, hey, j'avais le souci de faire une bonne job parce que j'en faisais moins, mais je prenais plus le temps d'écouter, etc., ou je voyais le temps, puis j'étais comme, hey, là, on n'aura pas le temps de tout faire. Ben, souvent, avec le temps de prendre ce temps-là, d'écouter, puis de prendre, puis comme tu disais tantôt,
des fois, c'est pas long qu'on va saisir la personnalité de l'individu Ben qu'on oui, a devant nous pour faire comme, oh, OK, cette personne-là, j'ai bien aimé tantôt quand tu as dit, elle a besoin de contrôle, ben, tu peux y en donner un peu de contrôle. Ça peut être un choix entre telle chose ou telle chose. Comme tu exactement. disais, je donne 3 exercices un petit peu monotones, plates, mais comme choisis-en un, tu sais, puis fais-le, tu sais, ou peu importe. Je sais pas si tu as des exemples même de personnalités de patients ou d'individus. Je sais pas s'il y en a des milliers ou s'il y a comme des boîtes un peu, ou bref, je Ah, suis curieux de ben, t'entendre là-dessus. il y a des boîtes. J'ai même fait une formation spécifique pour les kin puis les chiro, les professionnels de la santé. En fait, tu as différents traits de personnalité. Puis je vais donner un exemple personnel. Moi, je suis quelqu'un qui est curieux dans la vie. Là. Je pense que. Puis là, je m'intéresse à, tu sais, soit comment ça marche la chiropratie, comment ça marche la kin, puis la physio. Et quand j'ai une blessure, selon toi, qu'est-ce que j'ai besoin? Que la personne soit gentille ou la personne me donne de l'information pertinente, selon toi? Ben, de l'information pertinente. Gentil, c'est correct, ça vient après, Ouais, mais ouais. quand je suis blessé, là, j'avais une douleur au poignet, là, puis j'étais pas capable, je jouais au tennis, j'étais pas capable de lever mon poignet, même pas capable, il était bloqué. Là, puis, moi, dans ma tête, hein, comme tantôt, ma vie est finie, je pourrais jamais, je pourrais plus jamais jouer au tennis. Moi, je pensais que j'allais en chirurgie, ça, scénario catastrophique. Là, le physio, il m'a rencontré, il m'a expliqué mon problème tranquillement. Il m'a dit, là, je lui ai demandé, est-ce que je peux jouer au tennis? Il m'a dit, oui, mais mets-toi comme une protection pour pas que ça sorte de l'axe, tout ça. T'es mieux de continuer à bouger parce que sinon, ça va empirer la situation si tu restes bloqué. Puis il m'a tout expliqué. Il m'a expliqué. J'ai suivi à la lettre parce qu'il m'a expliqué. Mais s'il m'avait pas Mhm. expliqué, hein, c'est quoi l'os, pourquoi il m'a tout expliqué. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'explication. Ils vont faire confiance d'emblée. Tu comprends? Parce que t'es chiro ou parce que t'es physio, je te fais confiance. Mais moi, je suis quelqu'un de curieux et faut que tu dises des choses pertinentes, puis il faut que tes explications fassent du sens. Là, j'ai aussi des connaissances. Fait que, si tu me donnes pas ces connaissances puis cette pertinence-là, c'est sûr que là, ma méfiance va s'activer. Fait que peu importe ce que tu vas dire, ben je t'écouterai pas si j'ai pas Exact. confiance en toi. Exact. Fait Puis, que, tu sais, c'est de saisir ces individus-là, la première visite, etc. Des fois, c'est pas toujours évident parce qu'il y a tellement de personnalités, mais comme tu dis, tu aurais pu, je sais pas, moi, être gêné puis pas les poser les questions. Fait que là, des fois, c'est de voir, OK, as-tu des questions? Puis là, ouvrir les portes, etc. Alors que d'autres, comme tu dis, sont déjà comme. Eux autres veulent juste que tu touches à l'endroit où est-ce qu'ils ont mal. Puis après oui, ils sont ça, plus d'accord. exactement. Mais je trouve quand même qu'il y a des grandes, ben pas des grandes lignes, mais justement, les gens veulent se sentir comme, OK, il a compris ce que j'ai. Parfait. Il sait où ce qu'il s'en va. Parfait. Ils veulent se sentir en confiance, pris en charge. Mais comme tu dis, il y a plusieurs façons de se rendre là, dépendamment de l'individu qu'on a devant nous. Oui, puis là, c'est un exemple intellectuel, mais imagine si tu passes tout le temps, toute la journée à expliquer à tous tes clients c'est quoi les problèmes, tu vas être épuisé, tu comprends? Mais avec quelqu'un comme moi, tu n'as pas le choix. Tu Mhm. comprends? Mais l'autre, c'est un autre enjeu. Là. Ça se peut que justement, c'est plus de tactile, plus de toucher. Fait que là, il va être bien content. Tu comprends? Fait que puis toi, tu vas moins parler, tu vas moins expliquer, puis tu vas raccourcir ta rencontre. Mais c'est juste pour dire que chaque individu est différent, puis tu as différents traits de personnalité, puis de bien les identifier dès le départ, c'est un game changer. Tu sais, tantôt, j'ai dit les trois zones de tension, le contrôle, compétence, puis connexion et enjeux sociaux. Mais tu as aussi les traits de personnalité. Là. Fait que là, tu as les trois besoins ou les trois enjeux, puis tu as les traits de personnalité introversion, extraversion, perfectionniste, nonchalant, ou curieux comme moi, plus comme fait ses affaires, moins de curiosité intellectuelle. Fait que tu as différents traits de personnalité qui vont venir jouer dans les micro-traumas, ou dans les éléments. Là. Non, effectivement. Puis tu sais, c'est comme. Je trouve vraiment, c'est ça. C'est vraiment un art, là, au risque de me répéter, mais d'identifier un peu ça. Puis, des fois, ça se fait pas immédiatement. Puis, des fois, c'est un mélange aussi, on va dire ça comme ça, de plusieurs traits. C'est comme, OK, où est-ce que je prends la personne là? Il y a toujours des patients, un peu, c'est ça, perfectionnistes ou type, puis ils vont faire comme. Puis à double tranchant, ça va donner des recommandations, puis ils sont comme, écoute, si je réussis pas à les faire parfaitement, des fois, ils cancellent leur autre visite parce qu'ils sont comme, j'ai pas encore réussi à tout implémenter. C'est comme, oh, attends une minute, là. Fait que maintenant, d'entrée de jeu, je leur dis, écoutez, si j'ai identifié ça ou ressenti ça chez le patient, des fois, aux premières visites, c'est dur de tout saisir, mais faire comme, écoutez, là, faites de votre possible, puis revenez quand même. Là. On va déjà être rendu plus loin, même si vous n'avez pas tout fait parfaitement. À l'inverse, il y en a d'autres où justement, identifier ça, faire comme, regarde, commence par 2 sur 10 des recommandations, fais-les bien, puis
on va voir la prochaine fois, tu sais, où est-ce qu'on en est rendu. Puis je trouve que ça, avec le temps, d'un peu d'ajuster tout ça, mon speech, ma façon d'être et tout, aide beaucoup, beaucoup, beaucoup ma relation thérapeutique, puis mes résultats thérapeutiques aussi, au-delà de comme donner tout ce qui en théorie est de best, puis qu'il y ait une coupure entre les deux, là, tu sais. Ben oui, puis c'est comme je t'ai dit, si tu identifies bien, tu sais un peu la personne, puis tu identifies bien son enjeu, après ça, tu peux répondre plus facilement. Tu imagines la personne est sensible sur le plan de la compétence, ses exercices, elle les fait pas comme il faut, puis tout ça. Ben, si tu identifies qu'elle est un petit peu plus insécure sur le plan de ses capacités, sa compétence, en théorie, qu'est-ce qu'on fait dans la prochaine séance, selon toi? On lui Ben, donne du contrôle ou on... on Qu'est-ce va qu'on fait? l'aider à justement se sentir plus en contrôle par rapport à ça. Plus compétente, pas nécessairement en Oui, contrôle, parce que oui, c'est plus le contrôle, le besoin. Le besoin, c'est qu'elle se sente bonne ou bon. exact. Fait que tu vois, jouer avec les mots, c'est super important. Là. C'est comme, là, son problème, c'est qu'elle se sent pas bonne dans ses exercices. Ben, on va l'aider à se sentir bonne dans ses exercices. Fait que l'intervention devient plus facile lorsque le problème psychologique est bien identifié. Si tu donnes des choix à quelqu'un qui se sent déjà pas bon, il va se décourager. Ouais. Ben Il n'y a oui, pas besoin de contrôle. Il y a besoin de se sentir meilleur. Donc, c'est mieux de donner un exemple, un modèle d'exercice. Tout ça. Elle va se sentir bien mieux que si tu lui donnes un choix entre deux exercices parce que c'est pas un choix qu'elle a besoin, c'est de se sentir bonne. Je sais que ça a l'air banal, là, mais c'est ça. Non, mais exact. C'est des ça. petites nuances comme ça qui font toute la différence, selon moi, parce que c'est d'abord et avant tout une relation, puis justement d'optimiser cette relation-là le plus possible. Je pense que c'est ce qui optimise et qui rehausse d'autant plus le volet thérapeutique. Après ça, peu importe ce que vous allez faire ensemble, parce que comme tu dis, si le courant passe pas ou si ça ne se rejoint pas, si tu ne le rejoins pas, et puis finalement, elle ne fait pas ses exercices parce qu'elle ne se sent pas bonne, puis tu n'as pas identifié ça. T'as beau faire bien des affaires, ou plus tard, en bout de ligne, tu te rends compte que, ouais, il me semble que ça ne progresse pas comme j'aurais pensé ou autre. Ben là, finalement, c'est peut-être juste à cause de ces petits, oui, en apparence, micro-détails-là, mais c'est pas des micro-détails, c'est des choses qui font toute la différence en bout de ligne. Fait que, Si on parle de micro-trauma, ben, ouais. les exercices, elle a de la misère, elle se sent pas bonne. Puis là, la question que je demanderais souvent, c'est ben, comment c'était dans tes cours d'édu? Et là, tu vas avoir beaucoup d'informations. Tu sais, parce que une des meilleures questions que je pourrais dire aux professionnels de la santé comme toi, c'est Kiro, Kim, tout ça. Comment se passait le cours d'éducation physique? Vous allez avoir plein d'informations. Vous allez savoir pourquoi l'individu fait pas les exercices ou les fait trop, etc., etc. Puis, tu sais, dans une optique, je dirais même de mieux comprendre l'individu à qui on pas en affaire, mais avec qui on est en relation, justement, de professionnel, puis de mieux pouvoir s'adapter, tu sais. Puis après ça, bien évidemment, si on voit qu'il y a du gros travail psychologique à faire, ben c'est d'aller référer, justement, en psychologie. Puis c'est quand le Q, justement, que tu dirais que là, ben écoute, tu vois, tu as compris un peu mieux la personnalité, tu as posé ces questions-là, mais si ça ouvre des grosses boîtes de Pandore, quand penser à faire comme, OK, voici, là, je vais référer à un psychothérapeute, un psychologue, un volet vraiment plus d'accompagnement plus serré à ce niveau-là? Ben, en fait, c'est quand que la personne est en train de parler du passé, puis des choses non résolues, puis tu deviens un thérapeute. Déjà là, quand tu te sens comme un psychologue, c'est problématique. Ça, c'est une chose. Et l'autre volet, c'est l'intensité des symptômes. Personne n'a pas dormi depuis 2-3 jours, mange pas, elle fait des attaques de panique ou des micro-attaques de panique, vraiment une tension, tu sens que c'est vraiment intense. Ben là, c'est sûr qu'on a besoin d'un professionnel. Ça peut être un médecin de famille, ça peut être un psychologue, un psychiatre ou whatever pour aller traiter l'enjeu parce que ça se peut qu'il y ait un méga trauma aussi. Là, il y a des gens qui peuvent rester bloqués de façon intense avec un trauma plus important. Quand je dis micro-trauma, c'est un événement négatif qui vient s'imprégner dans le cerveau. Quand je dis trauma, ben, c'est un événement qui vient bousculer la vie de la personne. Fait que ça peut être un divorce, par exemple, une perte d'un être cher, ou des choses comme ça, des choses un petit peu plus intenses que là, tu dis, ouf, moi, je pense qu'il y a du stock là-dedans, il y a des charges émotionnelles trop élevées, donc je réfère. Mais quand dans ton rôle de thérapeute, quand tu es plus dans le physique, tu peux quand même répondre aux besoins. Tu sais, si la personne elle vient de perdre un être cher, on peut poser l'hypothèse qu'elle a besoin d'être comprise, d'être accueillie, qu'on lui donne pas trop de conseils parce qu'elle déjà elle essaie de gérer ses émotions. Fait que juste d'être présent, d'être chaleureux,
ça va être game changer. C'est l'enjeu de connexion. Elle vient de perdre, mettons, sa maman. Ben, en théorie, si tu es présent et tu es chaleureux, tu viens de faire 90% du travail. Exactement. C'est ça qu'elle avait besoin à ce moment-là. C'est un exemple. À cette présence-là, à être humain, tu sais. Point. Ouais. Puis c'est pour ça que je te pose la question, dans le sens où moi, comme chiropraticien, je suis quand même outillé à reconnaître quand on a besoin de référer à un autre professionnel et tout, mais dans toutes les professions thérapeutiques ou autres, il y a de la relation d'aide là, inévitable, là, ça vient avec la relation point. Puis c'est pour ça que je trouve que ça joue pour beaucoup dans le fameux processus thérapeutique, mais des fois de reconnaître quand, OK, parfait, là, c'est le temps de, il y a des symptômes physiques un peu plus intenses ou autres, que ce soit de référer au médecin ou à un psychologue. Mais avant ça, comme tu dis, il y a un gros de la job qui peut être fait au quotidien, juste en étant avec notre patient, en connectant, puis en 16 ans ou en ressentant où est-ce que cette personne-là en est aussi. Puis des fois, c'est la rigidité du comportement. Tu sais, quand vous voyez que là, ça fait 3 ans que la personne vient vous voir, puis elle prend des risques trop grands, mettons, puis tu vois qu'elle dépasse tout le temps la ligne qu'il ne faut pas dépasser. Là. Elle fait des marathons, des ultra-trails, puis la fin de semaine, finalement, elle va courir un peu juste pour se mettre en forme, mais il n'y a aucune récupération. Puis là, tu dis là, je comprends, mais là, je pense que là, je peux t'aider, je peux te traiter si tu veux, mais je pense que tu devrais aller traiter ta tendance à dépasser des limites au mauvais moment. Puis moi, j'encourage tous mes athlètes à prendre des risques calculés, stratégiques, mais pas prendre des risques stupides. Pourquoi tu te mettrais à risque sur ton corps pour rien? On comprend pas, mais des fois, c'est psychologique. Il y a des blocages. Exact. Et puis on dit stupide sans jugement. C'est plus comme tu dis, c'est comme ça fait pas de sens parce que la personne, son objectif, elle vient de voir, mettons, moi comme chiropraticien pour aller mieux, mais elle revient tout le temps avec des blessures. Puis là, tu t'investigues un petit peu, puis c'est comme, oh, je suis allé faire une affaire, comme tu dis, qui n'avait pas d'allure, qui est comme, ben là, comment tu vas aller mieux si tu récupères pas, si tu cours trop, tu as trop de volume, etc., puis que ça devient récurrent, ben là, c'est un beau cue, comme tu dis, de faire comme, écoute, il y a quelque chose à creuser là un petit peu plus. Puis pour moi, c'est facile de l'aborder avec les patients, parce que je regarde, il y a quelque chose là, puis tu sais, on en a tous, puis quand on fait un peu d'introspection, du travail sur soi et tout, on reconnaît plein de patterns comme ça sur soi aussi, sur différentes sphères ou autres. Puis des fois, c'est relatable, on va dire ça comme ça. Moi, je suis comme, écoute, regarde, j'ai remarqué que tu as tel petit pattern, tu sembles avoir tel pattern, puis je pense que tu pourrais avoir un bien meilleur retour sur investissement d'aller faire un processus en psychologie qui va t'éviter bien des visites avec moi, les frais, l'énergie associée, le temps, etc., puis la frustration de tout le temps être blessé aussi. Fait que comme tu l'as bien dit, c'est l'art d'identifier ça, de faire comme, hey, c'est quoi, les prochaines étapes, je pense que tu vas être vraiment plus gagnant-gagnante, avoir un meilleur retour sur investissement, d'aller explorer ça. Puis les manifestations au-delà de tout le temps de blesser, il y a plusieurs autres ramifications dans tes relations, dans ta relation à toi-même, etc., qui vont probablement en être rehaussées et bonifiées. Là, mais oui, on peut prendre comme exemple, mettons, au tennis, la personne, elle retourne au tennis, puis elle s'entraînait tout le temps avec la même personne, mettons. Puis parce qu'elle est blessée, l'autre personne a plus de partenaire pour l'été. Puis mettons qu'on est au début juillet ou début juin, là, début de la saison de tennis. Tu penses comment c'est frustrant pour un joueur de tennis qui aime ça jouer dehors, que son partenaire, celui qui est au même niveau, qui s'entraîne, devienne blessé. Fait que, c'est un exemple où les gens dans le cirque là, qui font des trucs en collaboration ou il y a plein de choses où mettons que vous faites tout le temps ensemble tous les matins, vous faites du vélo, mais la blessure des fois ça a un impact sur l'autre. Puis de dire à l'autre que tu peux pas à cause d'une blessure, c'est gênant pour certaines personnes. Il y a du monde qui sont hey, je suis blessé, moi je peux pas, puis arrange-toi avec tes troubles. Mais il y a des gens qui sont comme mais là je vais y aller pareil parce que tu vas être tout seul. Puis ils ont peur de déplaire. Puis là, peur de déplaire. Secondaire 2. Ouais. Je recapte, je repose la question, qu'est-ce qui s'est passé au secondaire 1, secondaire 2? C'est pas toujours là, c'est des blagues là, que je dis, ça arrive souvent, mais pourquoi t'as peur de dire à ton ami que t'es blessé? Fait que t'as mieux te blesser que de dire à ton ami que tu vas prendre une pause une semaine ou 2 ou 3. Exact. Ou tu sais, je pense à des athlètes de professionnels qui sont payés, qui ont une équipe qui dépend d'eux autres, etc. Ça peut nous amener à toutes sortes de trucs difficiles. Tu sais, puis souvent, la médiatisation, puis après ça, ça crée toutes sortes de stresseurs. Mais clairement, je peux voir toute l'ampleur que ça peut prendre à différents niveaux. Puis moi, ce que j'offre, c'est... Moi,
moi, je travaille les odds, les probabilités. C'est quoi la zone qui est optimale de prise de risque? Puis c'est quoi la zone qui est dangereuse, qui risque de te blesser? Puis c'est quoi la zone qui est de l'évitement? Parce que pas prendre de risque, entre guillemets, tu sais, en réadapte, c'est des risques. Tu pèses, pas super. Il n'y a pas de moment où là, tu peux marcher. Ça n'existe pas, ce moment-là. C'est comme plus un intervalle. OK, mais tu peux tolérer cette partie-là quand tu sens un peu de douleur. Parce que si tu sens une douleur très, très, très aiguë, une pause, on l'essayera demain. T'sais. Mais vous voyez, cette adaptation-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis il y a des gens qui ressentent une douleur. Évitement, on arrête tout. Pour le prochain mois, on bouge plus. Qu'est-ce qui arrive? Peu de risques. Bravo, plus de risques. Mais dans un mois, t'es pas plus avancé, là. Fait que ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème que vous avez référé, vous, les thérapeutes plus physiques. C'est quand vous sentez que la personne est tellement dans l'évitement que, dans le fond, elle prend pas de risques dans sa vie puis dans son physique. Donc, elle nuit à son épanouissement automatiquement parce que une stagnation dans la vie, là, stagner, là, un étang, tout ça, qu'est-ce que ça fait un étang? Ça accumule des bactéries puis de la boue. Puis il n'y a rien qui stagne dans la vie qui est bon. C'est un excellent point. Puis, ça me fait penser à combien de gens, de patients potentiels. Et je suis certain que les gens qui nous écoutent à la maison, soit des gens qui se reconnaissent et ou les thérapeutes qui reconnaissent certains de leurs patients, je pense que ça peut être super intéressant. Puis, je sais que tu as aussi différentes formations ou autres. Si tu peux nous les nommer. Je vois que sur ton site web, là, il y en a quelques-unes. C'est même... Ben, je suis en construction parce que j'ai beaucoup travaillé justement les 3 besoins que je vous ai comptés. C'est pas mal le cœur de toutes mes interventions parce que ça outille beaucoup les athlètes, les gens, les coachs puis les professionnels. Mm-hmm. J'ai aussi la formation sur les personnalités en lien avec les 3 besoins, 3 besoins puis les 6 traits de personnalité. Je les ai nommés, là, perfectionniste, tout ça. Puis il y a aussi l'ego, la gentillesse. Je donne souvent l'exemple de la personnalité gentille. Des fois, elle vient dans ton bureau. Oui, hey, je vais faire les exercices. Hey, oui, hey, je suis content de te voir. Elle sort du bureau, fait plus rien. Fait pas d'exercice. Quand elle est devant toi, elle est gentille, mais à la maison, elle s'en fout. Tu comprends? Fait que des fois, la gentillesse cache quelque chose aussi de problématique. Fait toutes des choses que je donne des exemples, tout ça. Fait qu'il y a une formation personnalité, formation sur les 3 besoins que je travaille. Et là, j'ai une nouvelle formation sur les microtraumas. Et mon rôle, c'est ça, c'est pas de vous donner des outils pour les traiter, parce que c'est les psychologues qui doivent garder ça, ou les psychothérapeutes certifiés, mais c'est plus de donner des outils pour être sensible à, reconnaître, pour mieux référer et intervenir en surface, pas intervenir en retraitement puis en défaire le nœud, juste de dire, ben, je sens que depuis ton accident, depuis ta blessure, semble ton estime, tout ça, est-ce que ça se peut-tu que c'était là avant? Oui, je n'ai jamais eu un gros estime, je me sentais pas confiante en moi. OK, mais je pense que tu devrais aller voir quelqu'un pour t'aider là-dessus parce que ta blessure a vraiment augmenté une détresse sur le plan de ton estime de toi. Puis je pense que ça te nuit dans ton rétablissement ou des choses comme ça. Ou si vous sentez justement qu'elle se sent comme pas bonne ou ça, vous pouvez même intervenir et dire, hey, avec toi, je vais prendre un petit peu plus de temps à t'expliquer pour que tu te sentes bonne, que tu te sentes que tu es capable, puis tout ça, sachant tout ce que tu as vécu, etc., etc. Fait que cette sensibilité-là, moi, j'aime ça le mot sensible au micro-trauma ou au trauma, ça te donne des outils humaines, chaleureuses, pour intervenir, encore une fois, avec les 3 besoins, mais souvent, c'est les 3 besoins affectés à un niveau beaucoup plus élevé. Tu sais, quand on parle d'humiliation, c'est loin, là. Tu sais, c'est trahison, abandon. C'est rare que dans une discussion normale, on entend ça, là. Tu sais. Ouais. J'ai eu honte de moi. Tu sais, à l'âge adulte, en tout cas, je n'ai pas eu honte souvent, là. Tu sais. Ouais. Ça peut m'arriver, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est supposé être dans ton quotidien. Fait que quand ces mots-là arrivent, honte, trahison, injustice, des grosses affaires, ben souvent, c'est plus le psy qui va les traiter, ces choses-là. Mais ça vous empêche pas de, si ça se sent humilié, ben on fait pas exprès pour faire des petites jokes sarcastiques. C'est ça. Puis tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas utiliser les jokes sarcastiques avec moi, un autre client qui est genre juste curieux, puis que tu comprends, c'est que ta personnalité, mettons, sarcastique peut être utilisée avec un autre client, mais pas avec la personne qui a un ego fragile. Ben, tu l'as bien nommé, ça, c'est d'avoir cette sensibilité-là pour pouvoir mieux s'adapter encore une fois, puis justement voir savoir tout de suite ou ressentir quand, OK, ben parfait, là, ce serait
un bon temps pour justement référer la prochaine étape et d'aller justement en psychologie, aller travailler ça. Je pense que c'est l'art d'un bon praticien. Puis, justement, en conclusion, est-ce que toi, tu prends encore des nouveaux patients? Je sais que tu es très occupé, tu as des formations, etc. Est-ce que pour les formations, j'imagine qu'il y a de la place, on peut les prendre en ligne, etc. Pour les consultations, je sais que tu fais aussi de la consultation en entreprise et tout. Tu peux nous parler de, comment te rejoindre et tes services, ça ressemble à quoi? Ben, j'en pas pour, tu sais, j'ai évidemment beaucoup de demandes, puis je travaille avec des athlètes puis des coachs, mais j'en pas pour faire une demande. Des fois, j'ai une équipe aussi, j'ai des préparateurs mentaux qui travaillent avec moi, j'ai des collaborateurs, fait que j'en pas pour, tu sais, demander. Puis des fois, ben, ça peut fitter exactement dans ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie de faire ou quoi que ce soit. Fait que j'arrive pas si vous avez un projet en entreprise où vous aimeriez former des gens ou, tu sais, des fois, vous faites la demande puis des fois, ça peut arriver que je me rende disponible. Ça peut être à l'hiver ou quoi que ce soit. Fait que j'arrive pas pour faire la demande. Puis, tu sais, mon but, c'est vraiment de m'adapter le plus possible, un peu comme je fais avec des clients. Si vous avez des formations comme un peu plus grandes ou des choses à aller travailler, j'arrive pas. Puis si c'est personnellement ou pour vos enfants que c'est des athlètes ou des ados, ben je n'ai pas pour mettre. Des fois, ça peut être une plage horaire qui peut s'ouvrir le matin, puis qu'il n'y a pas personne. Fait que gênez-vous pas pour écrire votre besoin, puis je vais vous référer au bon endroit si je peux pas vous prendre dans l'immédiat ou dans un bref délai. Là. Mais puis j'ai des formations en ligne aussi si jamais vous voulez. Fait que vous pouvez aller sur mon site. Il y a des formations en ligne qui sont accessibles sur justement les habiletés mentales, donc sur le sentiment d'impuissance, la confiance, tout ça. Fait que si vous voulez avoir accès à une formation directement, vous pouvez aller chercher la formation en ligne. Si vous allez sur mon site web, vous allez tout retrouver. Là. Parfait. C'est psysportif.com, c'est ça? Ouais, c'est pas compliqué. Parfait. Psysportif.com, je pense que c'est une page Facebook aussi. De toute façon, je vais tout mettre ça en show notes, évidemment, pour que les gens puissent aller cliquer facilement et le retrouver facilement là, pour aller voir ça. J'invite tout le monde à aller voir vraiment ce que tu fais, même tes autres podcasts, super intéressants, toujours par rapport au volet, même, je dirais, performance sportive. J'en ai écouté quelques-uns par rapport avec des entraîneurs, là, justement, des jeunes et tout. J'ai trouvé ça ô combien intéressant. Je me reconnaissais à différents moments dans le sport et tout. C'est super intéressant. J'adore ce que tu fais. Puis j'invite tout le monde à partager ce podcast-là et ces informations-là, là, si ça peut être utile à quelqu'un dans leur entourage. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a été une super discussion et au plaisir de jaser avec toi. Ben oui, puis merci pour l'invitation. Puis n'oubliez pas, moi, mon but, c'est que ça soit le fun, le sport, qu'on ait du fun à travailler. Le plaisir est vraiment important, mais avant le plaisir, on enlève les charges pour mieux être dans le plaisir. En tout cas, c'est ma philosophie. Ben, j'adore ça. Ça correspond beaucoup à la mienne également. Je pense pour ça qu'on s'entend bien. C'est bon. Merci beaucoup. Jean-Michel. Yes.